Je suis vraiment reconnaissante que tu sois là, Sarah. Vous êtes de si bons amis. Ne t'inquiète pas, Lamia, on est là pour toi. Toujours. Elle a fait semblant d'être paralysée. Pas par folie. Pas par vengeance. Juste pour savoir la vérité sur son mari et sa meilleure amie. Ce qu'elle a vu depuis cette chaise roulante, elle n'aurait jamais dû le voir. Restez jusqu'à la fin. La chute va vous briser le cœur. Bienvenue sur les histoires de Serafina. Lamia avait rencontré Junior 6 ans avant cette nuit sur la corniche. Elle avait 24 ans à l'époque, elle travaillait dans une boutique de prêt-à-porter à Cocody, et lui était agent commercial dans une entreprise de distribution alimentaire basée à Marcory. Ils s'étaient croisés un mardi matin ordinaire devant la boulangerie en bas de chez elle, dans cette rue qui sentait toujours le pain chaud et les gaz d'échappement mélangés. Il lui avait tenu la porte avec un geste naturel, sans chercher à impressionner. Elle avait souri en passant. Il avait dit bonjour avec une voix légèrement grave. Et quelque chose s'était allumé entre eux avec la facilité déconcertante de ces moments qui semblent écrits d'avance, comme si la vie les avait placés là exprès à cette heure-là. Junior était beau de cette beauté tranquille qui ne cherche pas à impressionner mais qui s'impose quand même. Grand, le teint caramel chaud, les épaules larges, un sourire légèrement de travers qui donnait l'impression qu'il savait quelque chose que les autres ignoraient et qu'il trouvait ça amusant. Il avait l'habitude d'arriver en retard partout mais de toujours trouver les bons mots pour se faire pardonner. Cette éloquence douce des gens qui ont appris très tôt que le charme peut remplacer la ponctualité. Lamia aimait ça au début. Cette façon qu'il avait de remplir une pièce sans effort, d'être celui vers qui les yeux se tournaient naturellement sans qu'il ait jamais rien demandé. Leur amour avait grandi à la vitesse des hivernages à Abidjan, vite et fort, avec cette intensité des choses qui commencent bien. Ils avaient emménagé ensemble après 1 an dans un appartement à Cocody-Danga, un 2 pièces avec un balcon qui donnait sur la rue animée. Ils s'étaient mariés à la mairie de Cocody 2 ans après, avec une petite fête simple organisée chez la mère de Lamia à Abobo. Pas de grande pompe, pas de dépenses folles qu'on ne pouvait pas se permettre. Juste leur cercle proche, du bon attiéké avec du poisson braisé, des brochettes préparées par l'oncle de Lamia, de la musique douce qui sortait des enceintes posées dans le jardin, et cette certitude tranquille que Lamia portait dans sa poitrine comme un trésor fragile. Cette vie-là était exactement celle qu'elle voulait. Sarah était apparue dans ce tableau au moment précis où tout semblait parfait. Ce n'était pas une inconnue. Elle était la meilleure amie de Junior depuis le lycée. Lamia le savait depuis le tout début. Junior lui avait parlé d'elle bien avant qu'elle ne se rencontre. Sarah, l'amie des mauvais jours, celle qui était là quand son père était mort et que Junior n'avait pas su comment faire son deuil. Sarah, la fidèle, la constante. Quand Lamia l'avait vue pour la première fois lors d'un repas entre amis à Marcory un samedi soir, elle avait souri, serré la main, dit les mots polis qu'on dit dans ces moments-là. Elle n'avait rien ressenti de particulier. Pas d'alerte. Pas d'instinct qui se réveille. Juste une femme comme une autre dans le groupe. Ce n'est que plus tard, progressivement, comme une image qui se développe dans une chambre noire, que Lamia avait commencé à voir les choses. La façon dont Sarah regardait Junior quand il parlait. Pas comme quelqu'un qui écoute un ami raconter sa journée. Mais comme quelqu'un qui attend quelque chose. Une façon de poser sa main sur l'épaule de Junior qui durait toujours une seconde de trop, qui s'attardait d'une façon imperceptible pour qui ne cherchait pas mais évidente pour qui regardait vraiment. Des messages envoyés à des heures inhabituelles, tard le soir ou tôt le matin, que Junior lisait en se retournant discrètement pour que Lamia ne voie pas l'écran. Des sorties entre eux qui se justifiaient toujours par une raison raisonnable, un truc à régler, un ami à voir, une course urgente, mais qui revenaient avec une fréquence qui ne l'était plus. Qui n'était plus raisonnable du tout. Lamia n'était pas le genre de femme à faire une scène. Elle avait été élevée dans cette culture de la retenue, de la parole mesurée, du regard qui voit mais qui attend. Elle observait. Elle attendait. Elle gardait les choses dans un coin précis de sa tête avec cette patience particulière des personnes qui savent que la vérité finit toujours par se montrer, qu'elle ne peut pas rester indéfiniment derrière un rideau. Quand elle avait tenté d'aborder le sujet avec Junior, délicatement, avec des mots choisis pour ne pas l'accuser sans preuve, il lui avait répondu que Sarah était juste une amie, qu'elle avait un caractère fort peut-être mais un cœur en or, qu'elle faisait partie de sa vie depuis trop longtemps pour qu'il la mette de côté simplement parce que Lamia n'était pas à l'aise. Il avait dit ça gentiment. Presque tendrement. Mais il avait dit ça quand même. Et Lamia avait acquiescé. Et avait continué d'observer. Le premier signe vraiment concret était arrivé un vendredi soir d'avril, 1 mois avant la saison des pluies. Lamia était rentrée plus tôt que prévu du travail. Le quartier était encore animé, les vendeurs de rue rangeaient leurs étals, les enfants jouaient encore devant les porches. Junior n'était pas encore là.
Son téléphone avait sonné sur la table du salon. Lamia n'avait pas cherché à fouiller, elle n'était pas ce genre de femme. Mais elle avait simplement vu le nom de Sarah s'afficher sur l'écran, et par réflexe, elle avait regardé la notification qui apparaissait juste en dessous du nom. Une seule phrase. 5 mots en français simple qui ne laissaient aucune ambiguïté. La notification disait « Je pense à toi depuis ce matin ». Lamia avait posé les yeux sur ces mots pendant environ 10 secondes. Elle avait pris sa respiration. Elle avait posé le téléphone exactement à l'endroit où il était, sans le déplacer d'un centimètre. Quand Junior était rentré 1 heure plus tard avec une petite boîte de gâteaux au sésame qu'il achetait parfois quand il passait devant la pâtisserie de Cocody, elle avait souri. Ils avaient mangé ensemble devant la télévision. Elle avait ri à un moment d'une émission. Et elle n'avait rien dit. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était fermé définitivement, comme une porte qu'on ferme à clé pour ne plus jamais la rouvrir. Ce n'était plus une intuition. Ce n'était plus une méfiance floue et vague. C'était une certitude froide et nette comme une lame propre. Les mois qui avaient suivi avaient été les plus difficiles que Lamia avait traversés de sa vie, et elle en avait traversé. Non pas uniquement à cause de la douleur, même si la douleur était bien là, profonde et sourde, logée quelque part entre la gorge et la poitrine à un endroit sans nom. Mais à cause du choix qu'elle avait fait de ne pas encore agir. Elle voulait davantage. Elle voulait comprendre l'ampleur exacte de ce qui se passait autour d'elle avant de bouger. Elle voulait savoir si Junior était simplement faible ou véritablement complice. Elle voulait savoir jusqu'où Sarah était prête à aller. Ce qu'elle allait découvrir dépasserait de très loin tout ce qu'elle avait imaginé. Un soir de novembre, la saison sèche venait de commencer, l'air était devenu chaud et poussiéreux comme il le devient chaque année à cette période. Lamia avait eu une conversation téléphonique avec Nadia, une amie commune qui connaissait les deux camps depuis longtemps. Nadia hésitait visiblement, choisissait ses mots avec soin, faisait des pauses, recommençait. Lamia l'avait laissé prendre son temps. Et finalement, sous le poids de sa conscience, Nadia avait tout dit. Sarah avait commencé à raconter à certaines personnes de leur cercle que Junior méritait mieux que Lamia. Que Lamia était trop fermée, trop intérieure, pas assez vivante pour un homme comme lui. Que Junior étouffait dans ce mariage qu'il avait fait trop vite, trop jeune, sans vraiment réfléchir. Que tôt ou tard les choses allaient changer parce que c'était inévitable. Nadia avait aussi dit autre chose. Quelque chose qui avait glacé Lamia jusqu'aux os malgré la chaleur sèche de novembre. Sarah avait demandé à quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui travaillait dans le milieu de la mécanique auto à Adjamé, de surveiller les habitudes de déplacement de Lamia. Ses heures de sortie. Son trajet habituel. Les jours où elle marchait seule. Les routes qu'elle empruntait le soir. Lamia avait raccroché le téléphone et s'était assise dans son salon dans le noir pendant très longtemps, sans allumer la lumière, sans bouger, à regarder les ombres bouger sur le mur au rythme des phares des voitures qui passaient dehors. Elle avait pensé à toutes les fois où Sarah était venue rendre visite avec ce sourire doux. Elle avait pensé à toutes les fois où Sarah avait dit « Prends soin de toi, Lamia ». Elle avait pensé à ces mots et elle avait compris maintenant ce qu'ils signifiaient vraiment dans la bouche de cette femme. Sarah ne voulait pas juste prendre Junior. Sarah voulait l'éliminer elle. Les 3 semaines qui avaient suivi avaient été consacrées à vérifier. Un contact de Nadia avait réussi à obtenir une information précise et traçable. Le garagiste d'Adjamé avait été payé pour fournir un chauffeur et une voiture sans plaque. La voiture qu'on lui avait décrite correspondait à celle d'un cousin de Sarah, une berline grise modifiée dont on avait retiré les plaques d'immatriculation et qui avait été signalée dans le quartier de la Corniche plusieurs vendredis consécutifs. Et le vendredi soir était exactement le soir où Lamia empruntait toujours ce trajet pour sa marche habituelle. Cette nuit-là, en rentrant du travail, Lamia avait tout mis en ordre dans sa tête avec une précision qu'elle-même ne savait pas posséder. Elle avait appelé Nadia. Elle lui avait dit une seule chose, simplement, calmement, comme si elle parlait d'une chose ordinaire. Si quelque chose lui arrivait sur la corniche ce vendredi soir, qu'elle garde tout ce qu'elle savait, qu'elle ne parle pas tout de suite, qu'elle attende un signal qui viendrait d'elle ou de son avocat quand le moment serait venu. Nadia avait pleuré au téléphone. Lamia non. Et le vendredi suivant, Lamia était partie marcher sur la corniche à l'heure habituelle. La voiture était arrivée à 22h30. Lamia l'avait entendu avant de la voir, ce bruit d'accélération qui ne ressemble pas à un moteur qui passe mais à un moteur qui vise. Elle avait eu le temps de calculer l'angle, de sauter légèrement sur le côté pour amortir l'essentiel du choc, de tomber d'une façon qui soit visible et convaincante mais qui ne lui brise aucun os essentiel. Elle avait plié les genoux au bon moment, avait laissé son épaule gauche heurter l'asphalte en amortissant avec la paume,
avait crié exactement comme quelqu'un qui n'aurait pas pu éviter un choc à cette vitesse. Puis elle était restée immobile. Les bras légèrement écartés. Les yeux fermés. Respirant lentement par le nez pour garder le contrôle de sa douleur réelle, de sa peur réelle, de tout ce qui était réel dans ce corps allongé sur la route. Les gens qui passaient avaient appelé le numéro d'urgence. L'ambulance était arrivée en 10 minutes. Et Lamia avait joué son rôle avec une précision absolue, froide et sans faille. Aux urgences du CHU de Cocody, les médecins avaient fait des examens. Aucune fracture grave. Des contusions sur l'épaule gauche, une légère entorse au niveau du poignet droit, quelques hématomes qui allaient violetter magnifiquement dans les jours suivants. Mais Lamia avait regardé le médecin avec des yeux remplis d'une panique sincère et lui avait dit qu'elle ne sentait plus ses jambes. Qu'elle les sentait là, présentes, mais comme à travers un tissu épais, comme lointaines. Le médecin avait froncé les sourcils, avait ordonné un scanner supplémentaire, avait examiné les réflexes. Et Lamia avait continué à ne rien sentir dans ses jambes quand on lui pinçait les orteils. À ne pas les bouger quand on le lui demandait. À pleurer doucement d'une façon convaincante parce qu'elle pleurait pour de vrai, juste pas pour les raisons que les infirmières pensaient. Il n'y avait aucune lésion médulaire. Mais dans cet hôpital de Cocody ce soir-là, une femme avait décidé de devenir paralysée aux yeux du monde entier. Et elle avait assez de sang-froid, assez de douleur réelle à convertir en carburant, pour tenir ce rôle aussi longtemps qu'il le faudrait. Junior était arrivé 2 heures plus tard, les yeux rouges, le souffle court, les cheveux pas coiffés comme quelqu'un qui était parti en courant. Il l'avait prise dans ses bras au bord du lit d'hôpital, l'avait serrée fort, avait pleuré dans ses cheveux en disant « Je suis là, tu m'entends, je suis là ». Et Lamia, les yeux fermés contre son épaule, avait pleuré aussi. Pas pour les mêmes raisons. Jamais pour les mêmes raisons. Sarah était venue le lendemain matin à l'hôpital avec des fleurs roses, un sourire inquiet, et ces mots doux qui sortaient de la bouche de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle avait commandé la semaine précédente. Elle avait tenu la main de Lamia. Elle avait dit « Ma pauvre Lamia » d'une voix brisée. Elle avait regardé le médecin avec des yeux débordants de sollicitude et demandé quel était le pronostic. Et Lamia, dans son lit d'hôpital, avait regardé Sarah faire cette performance et avait répondu doucement à chaque question. Avait dit merci d'être là Sarah, avait laissé Sarah la tenir dans ses bras un moment. Et pendant que Sarah la serrait contre elle, Lamia avait les yeux ouverts par-dessus l'épaule de Sarah et elle regardait le mur. Les premiers jours à la maison en chaise roulante avaient été les plus exigeants de toute cette période. La simulation devait être parfaite à chaque instant et dans chaque détail. Ne jamais oublier de ne pas poser les pieds au sol quand elle était visible. Faire des efforts visibles et crédibles pour attraper des objets qui auraient normalement nécessité de se lever. Montrer la bonne dose de découragement psychologique, la bonne dose d'espoir fragile qui rendait le personnage de la femme paralysée crédible et sympathique. Ce n'était pas très difficile parce que la douleur psychologique, elle, était parfaitement authentique. Elle n'avait pas besoin de la simuler. Junior s'occupait d'elle au début avec un dévouement que Lamia regardait avec des sentiments mélangés. Est-ce que c'était de la culpabilité? Est-ce que c'était de l'amour résiduel? Est-ce que c'était simplement la peur du regard des autres si un homme abandonnait sa femme paralysée? Elle observait. Elle ne savait pas. Elle avait arrêté d'être sur des motivations de Junior depuis longtemps. Sarah continuait ses visites. 2 fois par semaine au début, puis 3 fois, puis presque chaque jour. Et Lamia observait Sarah observer Junior. Observait la façon dont Sarah s'arrangeait pour être seule avec lui dans la cuisine pendant que Lamia était dans le salon. Observait comment les visites de Sarah duraient de plus en plus longtemps. Observait comment Junior commençait à sourire d'une façon particulière quand Sarah arrivait. Un sourire qui ne ressemblait pas à celui qu'il avait pour ses autres amis. Et Lamia souriait faiblement à Sarah. Et elle disait « Tu es si gentil avec nous ». Et Sarah disait « C'est normal, vous êtes ma famille ». Il lui avait fallu 1 mois pour installer la première preuve solide dans le dossier. Nadia avait une connaissance qui travaillait dans la téléphonie à plateau. Quelqu'un qui pouvait accéder à certains relevés de communication dans le cadre d'une procédure légale initiée par l'avocat que Nadia avait contacté. Cet avocat spécialisé dans les accidents de la route avait des contacts solides à la police judiciaire d'Abidjan et travaillait avec discrétion sur des affaires sensibles. Moyennant du temps et une confidentialité absolue, ils avaient pu commencer à remonter la chaîne. Les relevés téléphoniques avaient montré une série d'appels entre le numéro du cousin de Sarah et un numéro intermédiaire lié au garagiste d'Adjamé. Les dates correspondaient précisément à la semaine précédant l'accident sur la corniche. Les appels s'enchaînaient dans un ordre logique. Quelqu'un qui prépare quelque chose. Quelqu'un qui confirme un plan. Quelqu'un qui donne le feu vert.
Lamia les avait reçus par email sur un compte que Junior ne connaissait pas. Un compte qu'elle avait créé des mois avant depuis le téléphone de Nadia. Elle les avait imprimés lors d'une sortie avec Nadia sous prétexte d'une consultation médicale à l'extérieur. Elle les avait rangés dans une enveloppe glissée sous le matelas de son côté du lit. Le deuxième mois, Junior avait commencé à changer. Ce n'était pas brutal. C'était subtil, comme une lumière qui baisse si progressivement qu'on hésite longtemps à dire qu'il fait nuit. Il rentrait plus tard le soir sans vraiment d'explication convaincante. Il répondait plus brièvement à ses questions, des réponses courtes, fermées, qui ne donnaient pas envie de continuer la conversation. Il avait commencé à dormir en tournant le dos dans un silence différent du silence habituel. Les week-ends, il trouvait des prétextes pour sortir plusieurs heures, et quand il rentrait, il sentait un parfum que Lamia reconnaissait maintenant parfaitement pour l'avoir senti depuis des mois sur l'épaule de Sarah quand Sarah la serrait dans ses bras. Un parfum chaud, capiteux, légèrement vanillé. Lamia avait continué à sourire. À lui demander comment s'était passée sa journée d'une voix sincèrement intéressée. À remercier quand il lui apportait son repas. Et chaque nuit, seule dans l'obscurité de leur chambre, elle pleurait silencieusement d'une douleur dont elle ne savait plus elle-même si elle venait de la trahison de son mari ou de la monstruosité de Sarah ou de la fatigue de tout porter seule sans jamais pouvoir crier. Le troisième mois avait apporté la pièce maîtresse du dossier. L'avocat de Nadia était remonté plus loin. Il avait un ami dans la police judiciaire qui enquêtait sur une autre affaire impliquant le même réseau de faux accidents à Adjamé. En recoupant les informations, ils avaient pu établir que le cousin de Sarah avait conduit la berline grise le soir du vendredi sur la corniche. Que Sarah lui avait transféré de l'argent en plusieurs fois sur un compte secondaire. Que les instructions données étaient claires et documentées. L'objectif n'était pas de tuer Lamia. L'objectif était de la paralyser définitivement. De la rendre dépendante. De la transformer en fardeau. De créer les conditions dans lesquelles Junior voudrait partir de lui-même, sans se salir les mains, sans que personne n'ait à forcer quoi que ce soit. Sarah avait dit textuellement, selon ce qui avait été rapporté par le cousin lors d'une conversation avec un tiers, « Une femme paralysée ne tient pas un mariage. Junior partira tout seul. Je n'aurai rien à faire. » Elle avait sous-estimé deux choses fondamentales. La résistance de Lamia. Et son intelligence. L'avocat avait constitué un dossier complet. Pas encore déposé. Conservé en attente. Du moment que Lamia choisirait. Du signal qu'elle enverrait. Et Lamia attendait encore. Parce qu'il manquait une chose. Elle voulait que Junior fasse son choix lui-même, librement, sans contrainte, sans qu'elle ait poussé quoi que ce soit. Elle voulait voir jusqu'où il irait. Elle voulait être irréprochable quand la vérité éclaterait. Elle voulait que personne ne puisse jamais dire qu'elle avait manipulé la situation. Elle voulait être propre. Absolument propre. Parce que Lamia avait compris quelque chose que peu de gens comprennent. Quand vous avez raison, vous pouvez vous permettre d'attendre. Le 4e mois, Junior s'était assis en face d'elle dans le salon un dimanche après-midi avec cette expression spécifique qu'ont les gens qui se préparent depuis plusieurs jours à dire quelque chose de douloureux et qui finalement sautent quand même dans le vide parce que le poids de ne pas le dire est devenu insupportable. Il avait les mains croisées entre ses genoux. Il regardait le sol. Il avait commencé par dire « Tu sais que je t'ai aimé ». Il avait dit que cette situation était plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. Qu'il se sentait incapable d'assumer ce rôle pour le reste de sa vie. Qu'il avait besoin de repartir. Qu'il ne pouvait pas passer sa vie entière à s'occuper de quelqu'un qui ne marcherait plus jamais. Il n'avait pas dit le nom de Sarah. Mais il n'en avait pas eu besoin. Lamia l'avait regardé pendant très longtemps sans rien dire. Elle avait senti quelque chose se briser à l'intérieur d'elle, quelque chose de fin, de précieux et de définitif, comme un fil de verre tendu depuis le premier jour de leur mariage qui lâchait maintenant dans un bruit que personne d'autre qu'elle ne pouvait entendre. Et ensuite, par-dessus cette douleur, comme une lumière qui finit par percer après une très longue pluie, elle avait senti quelque chose d'autre. Un allègement. La confirmation que ce chapitre était maintenant réellement terminé. Qu'elle n'avait plus rien à attendre ni à espérer de cet homme qui venait d'abandonner sa femme paralysée pour aller vers la femme qui avait organisé son accident. Elle avait dit d'accord Junior. Elle avait dit fais ce que tu dois faire. Elle avait dit je trouverai un moyen de survivre à ça. Et elle n'avait pas pleuré devant lui. Pas une seule larme. Junior était parti avec ses affaires 2 jours plus tard. Il avait pris ses valises rangées proprement, ses vêtements, ses chaussures, ce petit ventilateur de bureau qu'il avait depuis le lycée et auquel il tenait pour des raisons qu'il n'avait jamais vraiment expliquées. Il avait dit au revoir depuis la porte de l'appartement, une main sur le chambranle, une façon de ne pas rentrer complètement pour ne pas repartir complètement.
Lamia avait agité la main depuis sa chaise roulante avec un sourire faible et sincère. Et quand la porte s'était refermée, elle avait attendu 5 minutes exactement, s'était levée sans aide, avait marché jusqu'à la cuisine, s'était préparé un café fort dans la petite cafetière italienne que sa mère lui avait offerte à son mariage, et s'était assise à la table de la cuisine en regardant la rue par la fenêtre. Elle avait pensé à sa mère à Abobo. À ce que sa mère lui disait quand elle était petite, cette phrase qu'elle répétait souvent avec cette douceur ferme qui lui était particulière. Lamia, dans la vie, certaines personnes confondent ta douceur avec une faiblesse. Laisse-les se tromper. C'est leur erreur. Pas la tienne. Lamia avait bu son café jusqu'à la dernière goutte. Puis elle s'était levée et avait commencé à faire le ménage. Le lendemain matin, elle avait commencé à chercher du travail. Elle avait gardé le fauteuil roulant uniquement pour toutes les sorties où il y avait une possibilité de croiser Junior ou quelqu'un de leur ancien cercle commun. Dans sa vie quotidienne, chez elle, seule ou avec Nadia, elle marchait normalement. Mieux encore, elle avait recommencé à faire du sport le soir dans son salon, de la corde à sauter pendant 20 minutes, du gainage sur son tapis, des étirements lents devant la fenêtre ouverte. C'était une sensation presque étrange que cette liberté physique retrouvée dans le secret de son appartement. Cette façon que son corps avait de se réveiller progressivement, de retrouver sa vigueur, de lui appartenir à nouveau complètement. Elle avait envoyé des candidatures soigneusement préparées à une dizaine d'entreprises. 2 semaines plus tard, elle avait obtenu un entretien dans une agence de communication et événementiel à Plateau, une structure jeune qui cherchait une assistante de direction organisée et capable de gérer plusieurs dossiers en parallèle. Lamia était arrivée en fauteuil pour l'entretien. Elle avait parlé pendant 35 minutes avec la directrice des ressources humaines. Elle avait été précise, concise, directe. Elle avait répondu à chaque question sans chercher à être sympathique pour le plaisir de l'être. Juste compétente. 3 jours après l'entretien, elle l'avait rappelé. Le poste était le sien. Son premier jour de travail, elle s'était garée à 2 rues du bureau, avait marché jusqu'à l'immeuble, avait pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Dans ce bureau, personne ne l'avait jamais vue en fauteuil. Dans ce bureau, elle était simplement Lamia, une femme précise, calme, qui arrivait à l'heure, qui ne faisait pas de bruit inutile, qui finissait ce qu'elle commençait. La vie recommençait par couches successives, lentement, solidement. D'abord le travail qui donnait une structure à ses journées. Ensuite les petites joies retrouvées une par une. Un restaurant avec Nadia le vendredi soir dans un maquis de Cocody. Un film le samedi après-midi dans la fraîcheur d'une salle de cinéma. Une nouvelle paire de sandales achetée uniquement parce qu'elle lui plaisait et pour aucune autre raison que ça. Des matins où elle se levait et sentait dans sa poitrine quelque chose qui ressemblait à de la légèreté. Quelque chose qu'elle avait oublié que ça faisait cet effet-là. Marc était entré dans ce tableau 6 mois après le départ de Junior. Lamia l'avait rencontré lors d'un événement professionnel que son agence organisait au Golf Hotel à Cocody un jeudi soir de mars. Elle n'était pas là pour rencontrer quelqu'un. Elle n'y pensait même pas. Elle était simplement là pour faire son travail, coordonner les prestataires, vérifier les listes de présence, s'assurer que tout se passait dans les délais. Elle était debout près de la table d'accueil quand elle avait entendu quelqu'un prononcer son prénom derrière elle d'une voix qu'elle avait mis 2 secondes entières à replacer dans sa mémoire. Une voix légèrement plus grave que dans son souvenir mais identifiable. Marc. Le Marc du quartier de son enfance à Abobo. Le Marc discret qui habitait 3 rues plus loin et qui avait 1 an de plus qu'elle. Le Marc qui lui avait dit « je t'aime bien » sur un terrain de football à 12 ans et qu'elle avait regardé avec la gentillesse distraite de quelqu'un qui n'a pas compris la profondeur de ce qui venait d'être dit. Ce Marc-là. Il avait beaucoup changé et pas changé du tout en même temps. Il était grand, posé, habillé avec cette élégance sobre qui coûte cher mais ne cherche pas à le montrer. Il avait des yeux qui n'avaient pas changé, ce regard attentif et légèrement amusé, cette façon de vous regarder comme s'il était vraiment intéressé par ce que vous allez dire. Son visage avait pris ce que les années donnent quand elles ont été bien utilisées, une solidité tranquille, une présence réelle, une façon d'occuper l'espace sans déborder. Il s'était mis à son propre compte après des années dans la logistique et le transport. Il avait une entreprise qui couvrait maintenant 4 pays de la sous-région, Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina Faso, Mali. Il n'en parlait pas pour impressionner. Il le mentionnait comme on mentionne dans quelle rue on habite. Ils avaient parlé debout pendant 1 heure dans le couloir de ce Golf Hotel. Puis ils s'étaient échangés les numéros comme des adultes qui n'ont plus l'âge de faire semblant que ça ne signifie rien. Le premier rendez-vous avait été un déjeuner dans un restaurant simple à Angré, du poisson braisé et du foutou, une bouteille d'eau et du jus de bissap. Ils avaient parlé d'Abobo, des rues de leur enfance,
des gens qu'ils avaient connus, de ce que leur vie avait donné depuis. Lamia ne lui avait pas tout dit tout de suite. Elle avait seulement dit qu'elle sortait d'une période difficile, d'un mariage qui n'avait pas tenu, et qu'elle reconstruisait. Marc avait hoché la tête. Il n'avait pas posé de questions supplémentaires. Il n'avait pas rempli le silence de paroles de réconfort inutiles. Il avait juste dit « je suis là si tu veux parler ». Et ce « je suis là » prononcé simplement, sans effusion, avait pesé infiniment plus que toutes les phrases construites du monde. Les mois qui avaient suivi avaient été une redécouverte progressive. Pas de deux ensemble, pas encore, mais de ce que se sentir bien avec quelqu'un pouvait signifier vraiment. Marc était régulier avec une constance qui contrastait avec tout ce que Lamia avait connu. Il appelait quand il disait qu'il allait appeler. Il arrivait à l'heure quand ils avaient un rendez-vous. Il écoutait vraiment quand elle parlait, avec cette attention complète de quelqu'un qui ne formule pas déjà sa réponse pendant que vous cherchez vos mots. Il lui apportait parfois de petites choses, pas des cadeaux ostentatoires qui cherchent à impressionner, mais un fruit rare qu'il avait vu sur un marché et qui lui avait fait penser à elle, un livre dont il avait parlé lors de l'un de leurs déjeuners et qu'il avait finalement trouvé chez un bouquiniste de plateau. Lamia avait fini par tout lui dire un soir sur la terrasse de son appartement à Cocody, à la fin d'une nuit où ils avaient d'abord parlé d'autre chose et où le moment s'était présenté avec la douceur des choses qui doivent être dites. L'accident. La paralysie simulée. Sarah. Junior. Le dossier. Nadia. L'avocat. Tout dans l'ordre chronologique, sans omettre quoi que ce soit, sans chercher à embellir ni à minimiser. Elle avait parlé pendant 2 heures pratiquement sans interruption. Marc avait écouté sans bouger de sa chaise. Quand elle avait fini, il avait gardé le silence une dizaine de secondes. Puis il avait dit « Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Pas extraordinaire. Pas incroyable. Courageuse. » Et Lamia avait compris que pour la première fois depuis des années, elle était simplement vue. Pas admirée de loin. Pas plainte. Vue. Ils avaient officieusement été ensemble avant même de mettre un mot dessus. Puis avaient vécu ensemble dans l'appartement de Cocody que Lamia avait entièrement réaménagé depuis le départ de Junior. Puis s'était fiancé un soir à Grand Bassam sur la plage, avec une bague simple qu'il avait choisie seule et qui était exactement ce qu'elle aurait choisi elle-même si on lui avait demandé. Le mariage avait été fixé 8 mois plus tard. Mais avant le mariage, Lamia avait envoyé le signal. Elle avait appelé Nadia un matin de novembre. Elle avait dit simplement « c'est le moment ». L'avocat avait déposé le dossier complet auprès du parquet d'Abidjan. Tentative d'homicide volontaire avec préméditation et complicité. Les preuves étaient là, solides, documentées, vérifiées. Les relevés téléphoniques qui traçaient la chaîne des appels dans la semaine précédant l'accident. Les témoignages croisés. Les virements bancaires vers le compte du cousin. Et surtout la déposition du cousin lui-même qui, confronté aux éléments matériels lors d'un interrogatoire de plusieurs heures à la police judiciaire, avait craqué et avait tout raconté dans le détail. Sarah qui lui avait donné les instructions. Sarah qui lui avait remis l'argent en espèces dans un sac. Sarah qui lui avait dit le trajet, l'heure, la silhouette avisée. Sarah qui lui avait dit de frapper fort et de partir vite sans s'arrêter. Sarah avait été convoquée un mercredi matin à la police judiciaire d'Abidjan. Elle avait nié avec une assurance presque impressionnante. Elle avait dit que c'était une manipulation, que Lamia l'avait toujours détesté, que le cousin était un menteur. Puis le cousin avait été mis en face d'elle dans la salle d'interrogatoire. Elle avait continué à nier. Puis les enquêteurs avaient étalé les documents devant elle, les relevés, les appels, les virements tracés jusqu'à elle avec des dates et des heures. Le mur qu'elle avait construit autour de son mensonge s'était effondré progressivement et irrémédiablement en quelques heures d'interrogatoire. Sarah avait été placée en garde à vue le mercredi soir. Junior avait appris la nouvelle par un ami commun le jeudi matin. Il avait d'abord réagi comme quelqu'un qui entend quelque chose d'impossible. Il avait appelé Sarah. Sarah n'avait pas répondu. Il avait rappelé. Rien. Il avait essayé d'appeler la mère de Sarah. Et là, dans les silences et les mots mal choisis de cette conversation téléphonique, il avait commencé à comprendre que quelque chose de réel et de grave et d'irréversible était en train de se passer. Le vendredi, les informations circulaient dans le quartier. Les gens qui connaissaient Junior et Lamia parlaient. Et Junior, seul dans l'appartement où il vivait maintenant depuis que lui et Sarah s'étaient séparés dans une dispute violente quelques semaines plus tôt, Junior avait commencé à reconstituer les pièces. Et quand les pièces s'étaient finalement toutes mises en place, il avait compris plusieurs choses en une seule fois, comme on comprend parfois les catastrophes, dans un seul instant de clarté brutale.
Sarah avait organisé l'accident. Sarah avait voulu paralyser Lamia délibérément. Sarah lui avait menti depuis le début sur tout, absolument tout. Et Lamia, pendant tous ces mois où elle était restée dans ce fauteuil à le regarder faire ses choix, n'avait pas été paralysée du tout. Elle avait collecté. Elle avait attendu. Elle l'avait laissé partir librement. Et elle avait laissé la justice faire ce qu'elle était là pour faire. Junior avait essayé d'appeler Lamia. Elle n'avait pas répondu. Pas par rancœur. Par manque d'intérêt. Il n'y avait plus rien à dire. Le soir du procès préliminaire, Lamia était assise dans la salle d'audience du tribunal de première instance d'Abidjan dans une robe bleu marine qui lui allait bien et des sandales dorées. Elle était assise très droite, les mains posées sur ses genoux, le regard en face. À côté d'elle, Marc tenait sa main sans rien dire. Nadia était juste derrière eux. L'avocat était à leur gauche. Sarah est entrée dans la salle avec ses 2 avocats. Elle avait changé. Elle avait maigri, perdu cette façon qu'elle avait d'occuper l'espace avec une assurance naturelle. Ses yeux avaient cherché Lamia dans la salle et quand il l'avait trouvée, il s'était immobilisé. Lamia avait soutenu ce regard sans ciller, sans sourire, sans froncer les sourcils. Elle avait juste regardé Sarah regarder la femme qu'elle avait cru avoir détruite et qui se tenait là debout dans toute l'intégrité d'une vie qu'on ne lui avait pas prise. Les charges avaient été lues à voix haute dans le silence de la salle. Tentative d'homicide volontaire avec préméditation et complicité. Le cousin avait témoigné. Sarah avait été renvoyée en détention provisoire dans l'attente du procès au fond. L'avocat estimait entre 5 et 8 ans de prison selon l'évolution des débats. Lamia était sortie du tribunal dans la lumière chaude de l'après-midi d'Abidjan, le soleil sur son visage, l'air qui sentait déjà la pluie qui allait venir dans 1 heure ou 2. Marc avait posé sa main dans son dos. Nadia pleurait silencieusement en marchant à côté d'elle. Et Lamia, pour la première fois depuis des années, avait senti quelque chose se déposer en elle comme la poussière qui retombe après que le vent violent s'est enfin calmé. Le mariage avec Marc avait eu lieu 3 mois après le jugement, dans une cérémonie simple à Grand-Bassam avec une 20aine de personnes. La mère de Lamia avait porté son plus beau pagne. Nadia avait lu un texte qu'elle avait écrit elle-même et qu'elle n'avait pas pu terminer sans s'arrêter 2 fois pour reprendre son souffle. Marc avait regardé Lamia pendant tout le discours sans jamais détourner les yeux, avec cette façon qu'il avait de la regarder comme si elle était la seule chose dans la pièce qui méritait vraiment son attention. Lamia avait dit oui. C'est à ce moment-là que Junior avait appris la nouvelle. Par les réseaux sociaux, comme on apprend aujourd'hui les choses qui font le plus mal, rapidement, sans préparation, en pleine figure. Une photo de Lamia et Marc sortant de la mairie, Lamia dans une robe crème qui lui allait magnifiquement, un bouquet de fleurs orangées dans les mains, le sourire de quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne dans ce monde. Un commentaire de Nadia en dessous qui disait enfin le bonheur que tu mérites ma sœur. Et plus de 1000 commentaires qui disaient Dieu est grand, félicitations, elle le mérite tellement. Junior avait regardé cette photo longtemps dans son appartement silencieux. Il avait pensé aux mois passés avec Sarah, aux disputes qui ne finissaient pas, à l'argent qui disparaissait, aux humeurs imprévisibles, à ce sentiment permanent d'instabilité, de marcher sur quelque chose qui peut céder à n'importe quel moment. Il avait pensé à Lamia dans sa chaise roulante qui lui apportait quand même son café le matin en souriant. Il avait pensé aux dimanches calmes qu'ils avaient partagés avant que tout change. Il avait pensé à tout ça et il avait réalisé avec une précision douloureuse et inutile qu'il avait échangé la paix contre le chaos. L'amour réel contre ce qu'il avait cru être de la passion, mais qui n'était que la manipulation froide d'une femme qui avait voulu la mort de sa propre femme. Et maintenant Lamia marchait. Et maintenant Lamia était heureuse. Et maintenant Lamia appartenait à quelqu'un d'autre qui la méritait. Et Sarah était en prison. Junior avait posé son téléphone sur la table. Il était resté assis dans le silence de son appartement pendant un long moment à ne pas savoir quoi faire de lui-même. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait nulle part où aller. Il avait fait ses choix librement, personne ne l'avait forcé, et les choix, contrairement aux erreurs passagères, se portent pour longtemps. Lamia dormait ce soir-là dans les bras de Marc, dans leur appartement de Cocody avec la fenêtre entr'ouverte sur le bruit de la pluie qui était finalement arrivé sur Abidjan. Elle entendait la pluie sur les toits, sur les feuilles des arbres dans la rue, sur l'asphalte de la corniche pas si loin. Elle pensait à tout ce chemin, à tout ce qu'il avait fallu traverser pour arriver à cette fenêtre, cette pluie, ses bras. Elle ne regrettait rien. Pas même les nuits à pleurer en silence dans une chambre trop grande. Pas même les mois dans cette chaise roulante. Pas même le sol froid de la corniche sous son dos. Parce que chacune de ces choses avait été une étape. Pas une punition.
Pas un hasard. Une étape vers exactement là où elle était maintenant. Elle avait fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas eu besoin de surveiller son propre sommeil. Maintenant je vais m'arrêter sur cette histoire de Lamia pour vous dire quelque chose de sincère. Ce qui m'a le plus frappé dans tout ce récit, c'est pas le coup de théâtre de la chaise roulante. C'est pas l'arrestation de Sarah, même si ce moment-là était inévitable et nécessaire. C'est cette décision que Lamia prend à 22h30 sur une route de la corniche d'Abidjan, allongée sur l'asphalte froid, avec des contusions sur l'épaule et la peur dans le ventre, de ne pas fuir mais d'attendre. D'utiliser exactement le mal qu'on lui a fait comme une arme. Il y a des gens dans la vie qui quand on les frappe crient immédiatement. Qui quand on les blesse s'effondrent là où ils sont. Et puis il y a des gens comme Lamia qui quand on les frappe prennent note. Qui mémorisent. Qui planifient. Qui attendent le bon moment avec la patience des gens qui savent que la justice est plus solide quand elle arrive avec des preuves qu'avec des cris. Junior pour moi c'est l'histoire d'un homme qui a confondu la douceur de sa femme avec un manque de profondeur. Lamia était calme. Lamia n'élevait pas la voix. Lamia ne faisait pas de scène. Et Junior a interprété ça comme une acceptation passive de tout. Comme si quelqu'un de tranquille ne pouvait pas être en train de tout voir, de tout analyser, de tout retenir. C'est une erreur que beaucoup de gens font dans leurs relations les plus proches. On pense que parce que l'autre ne réagit pas fort, il ne ressent pas fort. On pense que parce que l'autre supporte en silence, il peut tout supporter indéfiniment. Et un jour l'autre se lève. Et là seulement on comprend qu'on avait tout mal lu depuis le début. Sarah maintenant. Sarah est peut-être le personnage de cette histoire qui m'a posé le plus de questions à mesure que je la racontais. Parce que pour vouloir blesser quelqu'un à ce niveau de préméditation, pour aller jusqu'à payer pour qu'une voiture frappe une femme dans la nuit sur une route de corniche, il faut une obsession qui dépasse largement la jalousie ordinaire. Sarah n'aimait probablement pas vraiment Junior autant qu'elle le croyait. Elle aimait peut-être l'idée de prendre ce que quelqu'un d'autre avait. Elle aimait peut-être gagner. Elle aimait peut-être avoir raison. Et elle a tout perdu pour ça. Sa liberté, sa réputation, les années de sa vie qui vont passer derrière les barreaux d'une prison pendant que Lamia danse sous la pluie d'Abidjan avec un homme qu'il aime vraiment. Voici maintenant mes questions pour vous. Est-ce que vous pensez que Lamia a bien fait de simuler la paralysie plutôt que d'aller directement à la police dès qu'elle avait les premières preuves ? Est-ce que vous auriez eu ce niveau de sang-froid dans une situation pareille ou est-ce que vous pensez que vous auriez craqué avant la fin ? Et dernière question, et celle-là j'attends vraiment vos réponses. Est-ce que vous pensez que Junior méritait de souffrir autant à la fin ? Lui qui ne savait pas ce que Sarah avait vraiment fait et qui reste quelqu'un que Lamia avait aimé sincèrement ? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis chaque message personnellement et je réponds à beaucoup d'entre vous. Si cette histoire vous a touché comme elle m'a touché en la construisant, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui va encore une fois vous tenir éveillé jusqu'à la toute dernière seconde. Mais je veux revenir en arrière un instant. Parce que cette histoire ne serait pas complète si je ne vous parlais pas de la façon dont Lamia avait vécu chaque journée de cette simulation. Parce que ce qu'elle a traversé pendant ces mois en chaise roulante, ce n'est pas juste une performance. C'est un combat intérieur dont on ne parle pas assez. Il y avait les matins. Les matins étaient les plus durs. Parce que quand on se réveille, les premières secondes, on est soi-même avant d'être le personnage qu'on joue pour les autres. Et chaque matin, Lamia se réveillait dans la lumière d'Abidjan qui filtrait par le rideau, entendait le bruit de la rue, sentait son corps entier et fonctionnel sous les draps, et devait prendre la décision à nouveau. Se rappeler. Recalibrer. Ne pas se lever naturellement avant de vérifier que Junior ne s'était pas levé lui aussi. Ne pas étirer les jambes trop visiblement avant de savoir que la chambre était vide. Être à nouveau Lamia paralysée avant d'être Lamia tout court. Il y avait les nuits de doute aussi. Des nuits où elle se demandait si elle n'était pas en train de tout compliquer pour rien. Des nuits où une voix intérieure lui disait qu'elle pouvait simplement appeler la police maintenant, déposer le dossier avec ce qu'elle avait déjà, arrêter cette comédie épuisante et reprendre sa vie d'une façon normale. Elle avait eu ces nuits. Elle les avait traversées en pensant à Sarah dans son salon avec ses fleurs et ses mots de compassion. En pensant à la voiture qui avait accéléré vers elle sur la corniche. En pensant que si elle agissait trop tôt, avec trop peu, Sarah trouverait un avocat assez habile pour tout démolir et elle se retrouverait sans rien, sans justice, sans preuve solide, et avec une ennemie qui saurait maintenant qu'elle avait survécu et qu'elle savait.